Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Raphaël Michelot, je suis consultante Syndex depuis 8 ans sur le bureau d'Aix-en-Provence-Marseille et j'accompagne les CSE sur mission lors de leurs grandes informations, consultations récurrentes, situations économiques et financières, politiques, sociales et orientations stratégiques. Et je suis également membre du groupe transversal support de Syndex dédié à la question environnementale au sein du dialogue social, de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable. Et bonjour, je suis Emmanuel Pallier. Moi, je suis basé à Paris, dans nos locaux de Paris. Je suis spécialisé dans l'industrie, en particulier l'automobile, mais depuis une dizaine d'années, j'anime également nos travaux autour des questions de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises, avec Raphaël. Donc. Pour ce webinaire, nous allons dans un premier temps vous faire une présentation de vos nouvelles prérogatives issues de la loi climat, vos nouvelles prérogatives environnementales. Puis, dans un second temps, nous répondrons à vos questions et éventuellement, on y répondra au cours de la présentation. Je te laisse démarrer. Oui, très bien. Merci. Nous allons vous présenter, nous allons faire une présentation en trois parties. La première partie s'attellera donc à présenter le cadre, l'évolution du cadre légal. La seconde, un focus sur la loi climat. Et la troisième, la façon dont vous pouvez vous en saisir dans le cadre de vos prérogatives en tant que représentant des salariés. Commençons par la première partie, donc le cadre politique et réglementaire. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'on a une accélération du cadre, du nombre de lois, du nombre de législations, que ce soit en France ou en Europe, qui viennent sur le champ environnemental, en fait. Depuis les premières prises en compte des problématiques climatiques mais environnementales générales dans les années 90, on a eu au fil de l'eau un certain nombre de législations qui se sont mises en œuvre de préservation de l'environnement, beaucoup moins sur la question climatique. Et ce qu'on observe, donc c'est bien ces 5-6 dernières années, une accélération de la mise en place de normes et de lois qui viennent contraindre l'activité humaine, l'activité des entreprises pour préserver l'environnement. Alors, on peut démarrer en 2015 avec, dans cette frise, vous le voyez, la stratégie nationale bas carbone qui a été mise en place en France par le gouvernement de l'époque, qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France de 40% d'ici à 2030, en prenant comme référence l'année 1990. On le regardera un peu plus dans le détail après. La même année, en fin d'année, avec mise en œuvre en 2016, c'est l'accord de Paris qui a été signé par un grand nombre de pays dans le monde au moment de la COP 21 qui s'est tenue à Paris, donc, avec un objectif là aussi de réduction des gaz à effet de serre pour maintenir le réchauffement climatique dans une fourchette de 2 degrés à l'horizon 2100, voire à 1,5. Et puis en 2007, c'est la loi sur le devoir de vigilance, une loi spécifiquement française, qui est à ce jour une des lois les plus contraignantes en matière de responsabilité sociétale des entreprises, puisqu'elle implique des obligations pour les entreprises d'analyse des risques qu'elles peuvent faire peser sur l'environnement ou sur les droits humains à travers l'exercice de leur activité, et derrière de mesures pour éviter de déclencher ces risques, voire de corriger la façon dont elles exercent leur activité pour éviter le déclenchement de ces risques. En 2018, on a au niveau européen la révision du cadre européen pour le climat et l'énergie qui vient modifier un certain nombre de contraintes qui s'exercent sur les États membres de l'Union autour de la production d'électricité notamment, et l'utilisation du charbon par exemple. En France, on a la loi énergie et climat et la loi Pacte en 2019, et puis plus récemment, en 2021, donc la loi climat et résilience, dont on va développer les différents éléments dans la phase suivante, et le pacte vert pour l'Europe. Alors, si on regarde un peu plus, bon, je ne vais pas revenir sur, si je vais donner un peu quelques détails sur l'accord de Paris, je vous l'ai dit, 195 pays, objectif limiter le réchauffement de la planète. Au niveau européen, c'est le pacte vert ou le Green Deal qui a été établi en 2020 avec un objectif pour l'Union européenne de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'à partir de 2050, l'Union européenne et donc tous les États membres, le cumul des émissions de gaz à effet de serre de tous les États membres doit être neutre. On n'injecte plus de CO2 dans l'atmosphère en 2050 au niveau de l'Union européenne, avec une borne intermédiaire qu'on appelle le Fit for 55, en 2020, qui a été établi en 2021, donc l'année dernière, avec un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 à l'échelle de l'Union européenne.
Et enfin, le pacte vert européen qui avait été voté en 2020, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Ce qui est important de souligner, c'est que ce pacte vert, il ne concerne pas que les questions de climat et d'émissions de gaz à effet de serre. Il vise aussi à réguler et à lutter contre la pollution de l'air, des sols, de l'eau, à favoriser le développement de l'économie, des économies circulaires, la mise à jour des systèmes de production pour faire une industrie plus propre. Et donc, toute une série de sujets qui dépassent très largement la question climatique, hein, et notamment autour de la biodiversité et la transition vers des systèmes d'alimentation plus équitables et plus sains. Alors, cette feuille de route, elle entraîne des révisions sur d'autres politiques européennes, la stratégie industrielle de l'Union, notamment le plan d'action sur l'économie circulaire qui a été voté bien avant ce pacte vert européen, qui vient être complété de manière plus efficace avec le pacte vert européen, la directive sur l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable, qui est modifiée aussi par ce pacte vert européen avec des objectifs plus ambitieux, plus rapides et plus importants. Et puis ensuite, on vient modifier tout le règlement sur le marché carbone, qui est un marché qui avait été mis en place au niveau de l'Union il y a une quinzaine d'années, et toute une série d'indicateurs aussi, enfin de systèmes de gestion, par exemple l'affectation des terres, ou la mesure de la performance d'émissions de CO2, des véhicules, etc. Donc, une accélération, en fait, au niveau européen, au niveau français, des contraintes appuyées par une urgence environnementale qui vient, évidemment, derrière, modifier profondément la façon profondément et durablement, la façon dont les entreprises exercent leur activité. Alors, si on revient un peu sur la France, on l'a dit, il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Pour mémoire, dans un contexte européen, on doit réduire de 55%. Alors, l'objectif de la France est moindre qu'un certain nombre d'autres pays européens pour une raison qui est simple, c'est qu'on a déjà une économie qui est plus décarbonée que la moyenne des pays de l'Union européenne, en grande partie parce que nous produisons l'essentiel de notre électricité avec des centrales nucléaires, donc qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Mais l'objectif de réduction de 40% à 2030 est quand même très important. Ça veut dire que derrière, il y a un certain nombre d'appareils de façon d'exercer certaines activités qui vont être touchées, qui vont devoir réduire la façon de produire, de se déplacer, de s'approvisionner pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif de 40% de gaz à effet de serre en 2030. L'objectif étant donc la neutralité carbone en 2050. Alors, on ne pourra pas avoir zéro émission des activités économiques et des activités humaines en 2050. Donc, l'idée, à 2050, pour atteindre la neutralité carbone, c'est de n'émettre d'abord plus que 80 millions de tonnes équivalent CO2 en France, contre 546, vous le voyez au début de cette courbe, en 1990. Et puis, ces 80 millions de tonnes équivalent CO2 seront compensés intégralement par des systèmes qui permettent d'absorber ces 80 millions de tonnes, alors soit à travers des puits de carbone, comme des forêts ou des végétaux, ou la capture de carbone dans les strates géologiques profondes de la croûte terrestre. Il y a en France le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, c'est de très loin le secteur des transports. Vous le voyez, 31% des émissions de gaz à effet de serre en France sont émises par les véhicules et par le transport, dont 53% de ce total par l'usage des voitures individuelles. Un quart ensuite de ces 31% par les poids lourds qui circulent pour acheminer de la marchandise sur notre territoire, 15% des véhicules utilitaires et 4% seulement, on pourrait dire, pour tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre des avions. On ne parle ici que des vols intérieurs, les vols internationaux n'étant pas comptabilisés dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est d'abord dans le transport qu'on va chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est notable aussi derrière, si vous regardez cette répartition des émissions, c'est que la transformation d'énergie, donc, que ce soit la production d'électricité ou le raffinage du pétrole, n'émet que 10% des gaz à effet de serre émis en France, et même pas donc 5% si on regarde l'électricité, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une énergie électrique chez nous qui est très largement décarbonée.
17% quand même dans le bâtiment et 19% dans l'agriculture. Donc, autant de secteurs qui vont avoir des enjeux à affronter là pour réduire leur impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est la stratégie nationale bas carbone de la France qui a été donc votée en 2015 qui fixe ces objectifs par secteur. Donc, vous le voyez ici, on a d'abord une ambition d'arriver à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en France en 2030. Elles vont se répartir de manière différente selon le secteur. C'est 27%, l'objectif est donc de 27% pour le secteur des transports entre 2019 et 2033, mais 45% pour le secteur du bâtiment, donc passer de 2019 à 2033. En valeur absolue, l'effort semble plus important de fait dans les transports, puisqu'il représentait une part plus importante au démarrage. Mais en valeur relative, c'est bien le secteur des bâtiments qui a le plus gros effort à fournir. Alors, ça s'explique par plein de raisons. C'est que d'abord, il est plus facile de réduire les émissions dans le bâtiment à travers la mise aux normes des isolations des bâtiments que dans le transport où on est sur un changement technologique pour ce qui est des véhicules qui est important. On va passer du thermique à l'électrique, à l'électrification progressive des véhicules. Et donc, on a une inertie et une problématique technique qui est plus forte, qui fait que juste les objectifs, même s'ils sont importants à l'échelle de la filière, restent en deçà de l'objectif final de la France. Au-delà de la stratégie nationale bas carbone et des émissions de gaz à effet de serre, on a donc maintenant une loi, la loi climat, qui a été votée le 22 août 2021, qui accélère ces transitions dans de nombreux domaines. C'est-à-dire que la loi climat, d'abord, on rappelle un contexte, cette loi climat, elle a été écrite et votée ensuite à l'issue de la réunion des conclusions remises par la Convention citoyenne pour le climat. Donc, la Convention citoyenne pour le climat, c'était une convention qui avait été mise en place par l'État français après la crise des Gilets jaunes, qui réunissait des citoyens et des experts de différents horizons pour définir ensemble une liste de sujets, de propositions pour réduire donc l'impact, l'empreinte carbone de la France, mais de mesures qui soient le plus acceptables et acceptées possible. Donc, à l'issue de cette Convention citoyenne par le climat, qui a réuni un certain nombre d'experts et d'individus, à laquelle d'ailleurs Syndex a participé en tant qu'expert, le gouvernement a produit un projet de loi qui est devenu une loi ensuite qui a été votée, qui est très en deçà des attentes, qui a déçu beaucoup les participants à la Convention citoyenne pour le climat, qui considèrent qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été reprises et qu'ils avaient été plus ambitieux dans leurs propositions. Mais bon, de fait, maintenant, on a cette loi qui s'applique et qui vient quand même modifier un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on va développer, notamment vient modifier le Code du travail pour ce qui concerne les prérogatives des comités des CSE. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de mesures aussi dans cette loi climat qui sont significatives, qui peuvent avoir des impacts assez forts d'un point de vue économique sur certaines entreprises. C'est par exemple, pour en citer quelques-uns, l'interdiction des vols aériens pour tous les trajets en France, ça ne concerne que les trajets en France, tous les trajets pour lesquels on peut substituer le vol par un déplacement en train à partir du moment où le train met moins de 2h30. Donc, par exemple, si on prend un Paris-Rennes, un Paris-Strasbourg, qui se fait en train en moins de 2h30, ne pourra plus se faire en avion. Il n'y aura plus de liaison aérienne entre ces villes. Les flottes d'entreprises aussi vont devoir accélérer en fait leur électrification. En tout cas, le quota de véhicules propres qui sera intégré dans les flottes d'entreprises est plus important. On s'appuie là. On avait déjà une loi qui avait été passée en France, la loi LOM, comme on dit, la loi sur la mobilité, qui obligeait les entreprises à intégrer un peu plus de véhicules propres dans leur flotte. Ce que fait la loi climat, c'est qu'elle accélère en fait et elle augmente ce taux de véhicules propres. Et puis enfin, et c'est ce qu'on va développer ensuite, les articles 40 et 43 de la loi climat. Alors, on l'appelle loi climat, mais on va voir après qu'elle va au-delà des questions climatiques. Les articles 40 et 43, ils modifient le Code du travail et donnent de nouvelles prérogatives au CSE. Raphaël, je te laisse la parole. Oui. Merci Emmanuel. Donc, après avoir rappelé le contexte réglementaire et politique lié à la question environnementale, on fait un focus désormais sur la loi climat et résilience et sur notamment les modifications qu'elle a apportées au Code du travail qui ont permis d'élargir les prérogatives des CSE
aux questions environnementales. Donc, tout d'abord, voilà. Tout d'abord, concernant la mission générale des CSE, hein, cette dernière est élargie à la prise en compte des conséquences environnementales dans les décisions de l'entreprise. Si on reprend l'article L2312-8 du Code du travail qui définit la mission générale du comité social et économique, donc c'est ce qu'on rappelle, hein, ça n'a pas changé. Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Ça, c'est inchangé. En revanche, ce que change la loi climat et résilience, c'est que voilà, cette prise en compte doit se faire notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Et d'ailleurs, on rappelle que votre employeur doit vous informer et vous consulter lorsqu'il met en place une des mesures suivantes, une mesure qui affecte le volume et la structure des effectifs, qui modifie l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, qui modifie les conditions d'emploi, de travail, s'agissant de durée du travail ou la formation professionnelle, si des nouvelles technologies sont introduites, si l'employeur réalise un aménagement important qui modifie de façon importante les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, ou enfin des mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise ou le maintien au travail de certaines populations éloignées du travail, votre employeur vous informe et vous consulte. Ça ne change pas. En revanche, depuis la loi climat et résilience, il vous informe et consulte également sur les conséquences environnementales de ces mesures. Voilà, hein, donc un élargissement de la mission du CSE et de l'information-consultation du CSE. Vite. Et donc, c'est le cas hein, au niveau des consultations, qu'elles soient récurrentes ou ponctuelles. Désormais, les conséquences environnementales doivent être abordées à chaque consultation du CSE. Donc, quand il s'agit d'une consultation récurrente, pour rappel, on a 3 grandes informations consultations récurrentes: la situation économique et financière, la politique sociale, conditions de travail et emploi, et les orientations stratégiques et conséquences sur l'emploi. Ces 3 grandes informations consultations récurrentes doivent désormais aborder l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise. On vous remet les articles du Code du travail en référence. C'est une disposition obligatoire si vous avez négocié un accord sur les consultations au sein d'un accord peut-être plus large sur le fonctionnement du CSE. Et ben vous êtes quand même tenu, hein, votre employeur est tenu d'aborder ce thème. Donc ça, c'est concernant les informations consultations récurrentes. Quand il s'agit des consultations ponctuelles, hein, dans le cadre d'un projet qui intéresse l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, c'est également le cas. Le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales des décisions de l'employeur. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour une consultation récurrente, hein. Au sein d'une consultation récurrente, on aborde l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise. Quand on a une consultation ponctuelle, par exemple, sur projet, par exemple un projet de déménagement, on vous informe et on vous consulte sur le projet en tant que tel, mais également on vous informe et on vous consulte sur les conséquences environnementales de ce projet. En termes de moyens, on n'est pas vraiment sur des moyens supplémentaires hein, apportés par la loi climat et résilience pour les CSE, mais plutôt de moyens existants qui ont été aménagés et adaptés pour intégrer les nouvelles prérogatives environnementales des CSE. Donc, c'est notamment le cas au niveau de la BDESE. Hein, la BDES devient la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales, qui désormais, depuis août dernier, doit intégrer une rubrique sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et souvent, on a une question ou une remarque plutôt des représentants du personnel nous disant que leur direction attend le décret. Voilà, apporte l'argument comme quoi elle ne peut pas mettre à disposition dans la BDESE une information sur les conséquences environnementales puisqu'on est toujours en attente d'un décret qui viendrait préciser les indicateurs à fournir. Ce n'est pas le cas. Même en l'absence de ce décret, en attendant ce décret, l'employeur est tenu de fournir de l'information dans la BDESE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Sur la formation, en termes de droit à la formation, le stage économique de 5 jours des membres titulaires du CSE doit désormais inclure les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Donc la durée n'a pas changé, hein. Elle est toujours de 5 jours et elle doit intégrer désormais ce sujet-là. On a également eu une question pour une remarque d'un représentant du personnel sur est-ce qu'il est possible de demander à l'employeur de réaliser un module supplémentaire sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises, même si le stage économique en début de mandat a été réalisé. Alors, d'une part, si le stage économique réalisé en début de mandat n'a pas consommé les 5 jours, bah, c'est l'occasion de compléter ce stage économique par une journée supplémentaire sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Si les 5 jours ont été consommés, rien n'oblige l'employeur à accepter de ce module supplémentaire et à financer les temps des stagiaires. En revanche, ben, voilà, ça peut être l'occasion pour l'employeur d'accepter et de reconnaître ces nouvelles prérogatives des représentants du personnel. Et enfin, dernier point, les CSE, la plupart des CSE vont prochainement se renouveler et donc ce droit à la formation économique va se renouveler également, hein. Et donc à cette occasion-là, le stage économique devra aborder les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Et enfin, dernier moyen existant adapté, c'est au niveau des expertises, hein. Quand vous décidez de recourir à un expert comptable dans le cadre d'une des grandes informations consultations, et l'expert comptable, désormais, peut demander des éléments d'ordre économique. Alors, économique, financier et social, c'était déjà le cas, mais désormais, depuis la loi climat et résilience, l'expert comptable peut demander des éléments d'ordre environnementaux nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques, des comptes ou encore de la politique sociale. Et d'ailleurs, dans les axes confiés à l'expert comptable, dans le cadre, par exemple, d'une situation économique et financière, on peut avoir un axe propre au sujet environnemental au sein de la mission. On y reviendra en vous donnant des exemples dans la troisième partie de cette présentation. Juste peut-être un petit point hein, au niveau du financement pour bien avoir les idées au clair. L'expertise sur la situation économique et financière et l'expertise sur la politique sociale sont financées à 100% par l'employeur et celle sur les orientations stratégiques est financée à 80% par l'employeur, 20% sur le budget de fonctionnement du CSE. Voilà. Je crois que voilà, ça remonte, ça descend pas assez vite ou ça remonte trop vite. Dernier point modifié par la loi climat et résilience, c'est au niveau des négociations GPEC-GEPP. Donc désormais, la réflexion sur les évolutions des emplois, des compétences et des parcours professionnels devront prendre en compte la transition écologique, hein. Au moment de la négociation sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences engagée au niveau de la branche et qui a lieu tous les 5 ans, et celle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au niveau de l'entreprise tous les 3 ans, ces deux négociations doivent désormais intégrer les enjeux de la transition écologique. Et pour rappel, la GEPP, la négociation sur la GEPP est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Avant de passer à la troisième partie sur les actions un peu plus concrètes à engager pour monter sur le sujet environnemental, on souhaitait faire un dernier point sur les conséquences environnementales des décisions de l'entreprise, à savoir qu'est-ce que ça recouvre les conséquences environnementales des décisions de l'entreprise. Puisque on a l'habitude désormais d'entendre parler du réchauffement climatique, hein, donc du thème climatique, et notamment, donc là, il s'agit de se rendre compte des conséquences de l'activité de l'entreprise sur le climat et comment l'entreprise, de par ses émissions de gaz à effet de serre, de CO2, elle contribue plus ou moins négativement au réchauffement climatique. Mais dans les conséquences environnementales, on entend d'autres thèmes. On entend notamment le thème sur la résilience du vivant. C'est un thème qu'on a également l'habitude
de plus en plus l'habitude d'entendre parler, avec tout ce qui est question de biodiversité, d'impact sur la biodiversité. Et il s'agira d'essayer de comprendre comment l'entreprise perturbe les écosystèmes et la biodiversité autour d'elle, ou plus largement, sur toute la chaîne de valeur. Un autre thème, c'est celui des pollutions durables, qui inclut les enjeux de qualité de l'air, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de qualité des sols. Et donc, l'entreprise, de par son activité, elle va plus ou moins polluer l'air, l'eau et les sols. Et la question, c'est de savoir comment elle tentera de limiter, autant que faire se peut, son impact négatif sur ces 3 éléments. Un autre point concerne les ressources épuisables, notamment l'épuisement de certains minerais, certaines essences de bois. En fait, en fonction du secteur d'intervention de l'entreprise, des besoins qu'elle a pour justement produire ses produits et services en ressources épuisables, elle va contribuer plus ou moins fortement à l'épuisement des ressources. Et à l'inverse, en fonction des mesures qu'elle met en place, elle va contribuer à une utilisation plus durable des ressources terrestres. Et enfin, un dernier point, mais qui est peut-être plus propre à celui de l'agroalimentaire, c'est celui sur le bien-être animal, mais qui malgré tout est dont on entend parler fréquemment. Donc, un troisième temps sur, et concrètement pour vous, comment monter sur le sujet et vous en saisir. L'idée étant de vous donner quelques billes, quelques points pour vous aider à vous saisir de vos nouvelles prérogatives. Peut-être avant de commencer plus précisément cette partie, on dispose à l'heure actuelle de peu de statistiques, puisque la loi climat et résilience est relativement récente, elle date d'août dernier. Et on se rend bien compte en échangeant avec nos mandants qu'ils commencent tout juste à se saisir du sujet, notamment en visionnant par exemple les webinaires qui sont mis à disposition par Syndex, que très peu d'entre eux se sont fait former, très peu d'entre eux ont une base de données économique et sociale et environnementale complétée par des indicateurs sur l'environnement. Donc voilà, l'idée là, ça va être l'idée c'est déjà de vous rappeler ou de vous informer de vos nouvelles prérogatives pour pouvoir vous ensuite porter au sein du dialogue social ces nouvelles prérogatives si l'employeur ne l'a pas encore fait, et de lui rappeler qu'il doit également s'y mettre. Oui, alors nous, on a bien, ça fait une dizaine d'années, enfin, ça fait même près de 20 ans en fait, que Syndex cherche à développer des outils, des analyses sur les questions environnementales, mais on est bien obligé de constater que sur toute cette période, on a finalement eu très peu de sollicitations de la part des équipes des CSE, et on comprend bien pourquoi. C'est que pendant très longtemps, d'abord, ce n'est pas forcément un sujet qui est facile à appréhender et qui ne figure pas forcément au centre des préoccupations, et en tout cas qui jusqu'à maintenant ne figurait pas comme une mission à part entière des représentants du personnel. Et puis, surtout la complexité du sujet, en fait. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est finalement quelles sont les questions, quels sont les sujets quand on parle d'environnement dans l'entreprise. Et la première chose qui frappe quand vous voyez ce qu'on a essayé de formaliser ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et qu'elles ne sont pas toutes les mêmes d'une entreprise à l'autre. Ça rend l'appréhension du sujet assez compliquée. Et donc, si finalement… il y a eu un nombre assez relativement modeste de sollicitations ces dernières années sur le sujet. C'est aussi parce que les représentants du personnel dans les IRP ne savaient pas forcément par quel bout prendre le sujet. Et tout derrière, nous, notre rôle aussi, ces derniers mois, on a été sollicité par les équipes pour faire justement un espèce de diagnostic. Dites-moi dans mon entreprise quels sont les sujets de préoccupation sur la question environnementale, une forme de tour d'horizon à 360 degrés sur l'ensemble des sujets. Alors, on a quoi? On a des sujets qui sont en amont de l'activité de l'entreprise. Quand on dit en amont, c'est sur ses approvisionnements, principalement. Quelle est la politique d'achat de l'entreprise? Est-ce que dans la politique d'achat, on intègre des critères pour choisir les prestataires selon des critères environnementaux, par exemple?
Est-ce que les matières premières ou les produits semi-finis ou produits finis qui m'approvisionnent pour la réalisation de mon activité sont des matières premières ou des produits qui ont un impact environnemental fort? Typiquement, une entreprise qui consomme beaucoup d'huile de palme, par exemple, dans l'agroalimentaire, elle appuie donc son activité sur un produit, l'huile de palme, qui est un produit qui est un des principaux vecteurs de déforestation, notamment en Asie. Donc, un impact environnemental fort. Est-ce que la même chose, on peut se poser la même question sur les matériaux électroniques, sur les téléphones, les ordinateurs, pour les SS2I par exemple, qui consomment beaucoup de ce type de matériaux, de produits. Est-ce que mon entreprise a une politique de renouvellement de son parc, sa flotte informatique qui est dynamique, c'est-à-dire très, très fréquemment, je renouvelle les équipements. Ça veut dire derrière aussi que potentiellement, j'alimente une filière qui va puiser des ressources dans la terre, qui vient à travers l'extraction de minerais nécessaires à la réalisation de ces composants, des composants qu'on retrouve dans le matériel électronique. Et du coup, peut-être qu'une politique d'investissement plus mesurée, plus modérée en la matière pourrait participer à réduire cet impact. Les services, on peut se poser la même question. Les emballages, ce que je reçois dans mon entreprise de mes fournisseurs, comment sont-ils emballés? D'où proviennent-ils? Le transport de mes approvisionnements? Est-ce que je me source très loin? Et donc, derrière, on a un bilan carbone de l'acheminement de mes achats vers mon entreprise qui est mauvais. Donc, tout ça, ce sont des questions pour lesquelles l'entreprise, finalement, même si elle ne reçoit donc ces services et ces produits de prestataires qui sont eux-mêmes responsables de leur impact environnemental, mon entreprise, elle a quand même un rôle à jouer à travers sa politique d'achat et sur la façon dont elle appréhende ses approvisionnements. Dans l'entreprise, évidemment, ce qu'on maîtrise directement, ça va être les investissements. Est-ce que mon entreprise investit pour verdir, on va dire, ou pour favoriser, réduire l'impact environnemental de mon process de fabrication quand on est dans la fabrication, mais la question peut se poser sur les services également à travers la consommation d'énergie des services. Est-ce que je m'approvisionne en énergie voilà, l'énergie que j'utilise est-elle bonne, mauvaise ou en tout cas ou neutre pour le climat d'abord, mais pas que. Est-ce que l'exercice de mon activité contribue à polluer mon environnement, que ce soit le sol, l'eau ou l'atmosphère? Est-ce qu'on participe à l'artificialisation des sols de manière importante? Est-ce qu'on a des impacts sur la biodiversité? Ça, ce sont des sujets qui sont aussi valables et qui sont, dans certains cas, enfin dans la plupart des cas, même tout le temps, font l'objet d'une législation. Est-ce que mon entreprise est mieux disante à la matière que la législation, par exemple? La gestion des déchets, le transport des salariés aussi. Donc, le transport des salariés, ça va être finalement où sont localisés les salariés de l'entreprise et quel est le bilan carbone de l'acheminement des salariés vers leur lieu de travail. Est-ce que là, il n'y a pas matière à développer un peu plus le télétravail pour pouvoir réduire l'empreinte carbone? Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ces derniers temps, des équipes pour lesquelles on travaille, qui nous ont sollicité pour qu'on fasse ce travail d'essayer de qualifier, de quantifier un peu mieux l'impact carbone selon que l'on télétravaille ou pas. Effectivement, on va faire télétravailler, ça veut dire consommer un peu plus de numérique. Et quand consommer du numérique, ça a aussi un impact sur le changement climatique. Enfin, en tout cas, on consomme de l'énergie et donc derrière, on produit des gaz à effet de serre indirectement. En revanche, on en produit moins quand même sur un jour de travail délocalisé de mon site de travail. Que si je devais me rendre sur mon lieu de travail en roulant avec ma voiture à essence ou diesel qui émet, elle, du CO2. Alors, bien sûr, ça va dépendre de la distance à parcourir. Donc, il y a tout un travail là, précis, particulier, qui est faisable et qu'on a pu faire à plusieurs occasions, d'essayer d'évaluer l'impact carbone des transports des salariés et de le mettre en relation avec les économies de carbone qu'on pourrait faire en augmentant le télétravail, par exemple. Ce sont des travaux qu'on a pu mener dans le cadre de négociations sur le télétravail, d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a l'aval. L'aval de l'entreprise, c'est quoi? C'est son marché. C'est la façon dont évolue mon marché. Typiquement, on peut reprendre l'exemple de l'automobile. Le marché automobile est en train d'évoluer à une vitesse grand V.
On a un produit, le véhicule, qui passe du thermique à l'électrique. Et derrière, en raison d'une contrainte forte, qui est une législation européenne qui oblige les constructeurs à réduire très fortement le niveau de gaz à effet de serre, de CO2 émis par les véhicules quand ils roulent, et ben, l'évolution de ce marché, ça a des conséquences pour toute une filière qui produit des composants pour les moteurs thermiques, des conséquences négatives pour le coup, quand elle n'est pas capable de se repositionner sur d'autres types de produits qui sont au service des véhicules électriques. Mais ça a aussi des conséquences pour des cabinets, des sociétés d'ingénierie qui travaillent pour les constructeurs automobiles, pour les grands motoristes, à établir, qui travaillaient jusqu'à maintenant sur des plateformes moteurs thermiques et qui désormais doivent travailler sur des plateformes moteurs électriques. Ça a deux conséquences. D'abord, qualitatives. Ce n'est pas du tout les mêmes compétences qu'on mobilise sur un type de produit et sur l'autre. Et quantitative aussi, c'est qu'on a de moins en moins, de plateformes différentes, de plateformes moteurs différentes, et qu'en plus, l'élaboration des plateformes électriques nécessite, en termes d'ingénierie, un peu moins d'heures de travail. Donc voilà, à travers une évolution de la législation qui vise à réduire l'impact carbone des véhicules lorsqu'ils roulent, on a une modification profonde de toute une filière, et bien au-delà de cette filière aussi, des entreprises qui accompagnent cette filière en dehors de la métallurgie. Cette question, elle se retrouve aussi en aval. Elle se retrouve, la question du transport qu'on a vu en amont, qu'on voit dans l'entreprise, on la retrouve aussi en aval. La façon dont j'achemine mes produits, quand on produit, bien sûr, on a un bilan carbone aussi associé à cette logistique aval. Et puis ensuite, le recyclage, également un sujet important, le recyclage de mes produits. Est-ce qu'ils sont conçus déjà de manière à pouvoir être recyclés de manière importante? Est-ce que la loi ne m'oblige pas à intégrer de plus en plus de composants recyclables? Est-ce que la loi ne m'oblige pas à concevoir quelque chose qui puisse être recyclable à hauteur de 50, 60, 80%? Donc tout ça, ce sont des sujets à l'origine concernant les marchés ou l'évolution du produit, qui ont un impact important sur la façon dont l'entreprise va réaliser son activité pour pouvoir se conformer à ces évolutions légales importantes. Donc on souhaite vous donner quelques idées pour vous saisir du sujet et pour vous inspirer. Une première proposition, ce serait déjà de savoir si votre entreprise relève d'un secteur d'activité concerné par la stratégie nationale bas carbone, ce qu'évoquait Emmanuel en début de présentation. Depuis 2015, la France s'est dotée d'une stratégie nationale bas carbone avec des objectifs par secteur de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, savoir déjà si votre entreprise relève d'un secteur d'activité concerné par cette stratégie, puisque ça va de fait après impacter plus ou moins fortement votre modèle économique, et identifier les enjeux prioritaires de votre entreprise en termes de développement durable. Deuxième proposition, c'est celle de se former, de vous former à la transition écologique et aux problématiques environnementales, notamment via le stage économique, qui doit désormais inclure les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Troisième proposition, ce serait d'engager le dialogue avec l'employeur, si ce n'est déjà fait, autour des enjeux environnementaux, d'inscrire à l'ordre du jour d'un de vos prochains CSE ce sujet environnemental et savoir comment vous l'abordez. Et d'ores et déjà, à l'occasion de chaque information consultation, qu'elle soit récurrente ou ponctuelle, gardez à l'esprit que l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise doit être abordé. Quatrième proposition, ce serait celle d'obtenir de l'information auprès de l'employeur. On l'évoquait, donc la BDESE doit contenir de l'information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Beaucoup d'employeurs se réfugient derrière l'attente du décret qui viendra préciser les indicateurs à minima à faire figurer dans cette BDESE, mais depuis août 2021, en fait, de l'information doit être fournie dans la BDESE par l'employeur sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Mais également, en fonction de certains paramètres, les entreprises sont plus ou moins assujetties à une obligation de reporting, qu'il s'agisse du bilan de gaz à effet de serre de l'entreprise, du reporting RSE ou autrement appelé la déclaration de performance extra-financière. Si votre entreprise est concernée, le plan de vigilance, des indicateurs environnementaux. Voilà. L'idée étant d'obtenir de l'information. Il y a de l'information qui existe de fait parce que l'entreprise est dans l'obligation d'en publier,
Et puis sinon, pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation d'en publier, forcément qu'il doit exister des indicateurs, des suivis. Si on pense par exemple à la consommation d'énergie, ce sont des suivis que forcément, dont dispose forcément l'entreprise. Juste peut-être, parce qu'il y avait une question sur l'obligation de reporting RSE. L'obligation de reporting RSE, ou autrement dit de déclaration de performance extra-financière, concerne les entreprises de plus de 500 salariés. Et en fait, l'obligation, après, va dépendre d'autres paramètres, à savoir si la société est cotée ou non, de son total de bilan ou de son total de chiffre d'affaires, et bien sûr, du nombre de salariés qui est fixé à 500. Cinquième proposition, celle de s'informer auprès de sites institutionnels comme celui de l'ADEME, comme celui du plan France Relance, du ministère de la Transition écologique. En fait, de l'information, il y en a pléthore. C'est surtout en fait de reconnaître celle qui est la bonne, celle qui est la plus pertinente pour au mieux s'informer. Bien sûr, si possible, négocier le contenu de la BDESE. Donc, cette base de données économiques, sociales et environnementales qui doit désormais inclure une rubrique sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Il va y avoir bien sûr un décret qui viendra préciser les informations à y faire figurer. Néanmoins, il ne faut pas attendre le décret, mais ça je l'ai déjà dit. Mais également, en fait, chaque entreprise est particulière, chaque entreprise appartient à un secteur d'activité particulier et donc son impact environnemental et ses enjeux environnementaux ne sont pas les mêmes d'une entreprise à l'autre. Et donc, il y a un intérêt à négocier le contenu pour qu'il colle au mieux aux enjeux de l'entreprise vis-à-vis de l'environnement. Et puis aussi que cela serve les représentants du personnel dans l'exercice de leurs prérogatives, et notamment pour donner des avis lors des consultations. Vous faire accompagner et conseiller, on est là pour ça. Les experts Syndex sont là pour vous accompagner et vous conseiller, que ce soit sur mission récurrente ou lors des grandes informations consultations ou sur mission contractuelle, et également auprès de vos organisations syndicales respectives. Il y a des personnes pour vous accompagner en mieux à monter en compétence sur ce sujet environnemental. Mettre en place, alors là, on pose la question, c'est une proposition, mettre en place une commission environnement. On pose la question parce qu'on estime qu'en fonction de la situation de l'entreprise, de l'état du dialogue social au sein de l'entreprise, il y a un intérêt ou pas à mettre en place une commission environnement. Juste, nous, notre préconisation, quand une commission environnement se met en place, bien sûr, c'est d'une part de négocier des moyens supplémentaires pour cette commission, et d'autre part, de bien veiller à l'articuler avec le CSE, que cela ne devienne pas une commission environnement à part qui en fait traite de l'environnement et déconnectée des sujets économiques, sociaux et stratégiques. Neuvième proposition, partager le sujet auprès des salariés. Vraiment, voilà. Bien sûr, vous allez le communiquer via vos avis, via vos PV de CSE, à partir du moment où les conséquences environnementales font partie maintenant des informations consultations. Eh ben, vous pourrez communiquer via vos avis, mais aussi peut-être via d'autres vecteurs de communication ou de formation. Dixième proposition, engager une réflexion sur vos activités sociales et culturelles sous l'angle de l'impact environnemental. Et enfin, engager une réflexion sur les conséquences en termes d'emploi et des compétences. Et bien sûr, ces réflexions qui doivent faire intégralement partie des consultations récurrentes du CSE, du dialogue social avec l'employeur et des négociations sur les évolutions d'emploi et des compétences. J'en viens à la proposition de Syndex en termes de formation. Donc, Syndex propose un module de formation d'une journée à l'intention des élus de CSE. C'est un module de formation dédié à la loi climat et résilience et aux nouvelles prérogatives environnementales des CSE et les enjeux pour vous en tant que représentant du personnel. Donc, ce sont des formations. Alors, on a déjà des dates en inter-CSE, en distanciel, qui sont proposées le 14 avril, le 17 mai et le 15 septembre, et bien sûr des dates à venir en fonction des demandes. Ça, c'est proposé en distanciel et en inter-CSE, mais on peut également vous proposer ce module de formation à la carte pour des formations en intra-CSE. Si vous avez un besoin au sein de votre CSE
pour cette formation d'un jour aux nouvelles prérogatives environnementales, on peut vous faire une proposition spécifique. Donc sur mission, on l'a évoqué un petit peu en entrée de cette partie, mais il y a une grande diversité de travaux qui sont possibles. Quand on dit sur mission, c'est dans les missions que vous confiez à votre expert. Vous pouvez préciser des axes qui viennent derrière alimenter votre réflexion et vos démarches autour des questions environnementales. Ça va d'abord être l'évolution des marchés, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et du cadre donc réglementaire, quels sont les scénarios à long terme et de quelle façon ils vont venir percuter l'évolution et l'activité de l'entreprise. Ça peut être derrière, on a aussi des impacts économiques potentiellement dans les entreprises, même des impacts qui peuvent être significatifs dans certains cas. Quand on dit impact économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des investissements de nouveaux investissements nécessaires pour pouvoir se conformer à certaines évolutions de normes. Mais c'est aussi la façon dont votre entreprise elle est plus ou moins concernée par le prix du carbone, de la tonne de carbone, et donc l'évolution du marché, du prix du carbone sur le marché du carbone. L'analyse du volet environnemental, du système de management de la RSE. Pas toutes les entreprises, mais les grandes entreprises sont dotées d'un système de management de la RSE. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est les entreprises de plus de 500 salariés. Il y a déjà des obligations en matière de reporting depuis plusieurs années. Donc, elles sont dotées d'outils pour pouvoir faire ces rapports et ces reporting. Voilà, derrière, faire une analyse de ces documents-là, c'est des choses qu'on est amené à faire, qu'on est susceptible de faire à la demande, qu'on a déjà fait à de nombreuses reprises dans le cadre de nos interventions et qui donne des éléments intéressants d'analyse et de compréhension de la façon dont l'entreprise est gérée et dont elle pilote un certain nombre de ses actions, notamment les achats. L'analyse du reporting environnemental de l'entreprise quand il en existe un. Donc là aussi, c'est important de rappeler ce que disait tout à l'heure Raphaël, c'est que les entreprises de plus de 500 salariés ont certaines obligations, celles de moins de 500 salariés n'en ont pas. Pour autant, maintenant, elles en ont une toutes, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont soumises à une obligation d'information et consultation du CSE sur l'impact environnemental de leur activité. Donc celles qui jusqu'à maintenant n'étaient pas obligées de remonter des données, de produire des documents type extra-financiers, qui n'étaient pas obligés parce que la loi ne les obligeait pas, vont quand même devoir se pencher sur le sujet, ne serait-ce que pour vous répondre dans le cadre de l'infoconsulte à cette nouvelle obligation qu'elles ont de vous informer des conséquences environnementales de leur activité. Enfin, l'analyse des impacts sur les emplois et les compétences, ça c'est un gros sujet quand même. On l'a un peu abordé tout à l'heure en donnant des exemples de l'automobile, par exemple. Mais de fait, la transition écologique d'un certain nombre d'activités pour se conformer à les évolutions de la législation, que ce soit sur les impacts climatiques ou autres, derrière se traduit par une évolution assez importante des produits et des process qui peuvent avoir des conséquences sur les emplois, que ce soit en quantité, on a peut-être besoin de plus ou moins d'emplois, donc ça peut être plus d'emplois, tant mieux, moins d'emplois, c'est plus problématique. De faire évoluer aussi les emplois sur les compétences. Quand on passe du thermique à l'électrique dans l'automobile, par exemple, on ne fait pas du tout appel aux mêmes compétences, notamment dans la définition des produits, en ingénierie. Donc, ça veut dire derrière faire évoluer son activité aussi, ses ressources, les ressources dont on dispose et l'emploi et les compétences des salariés. Après, il existe plein de moyens de les faire évoluer et ça fait l'objet aussi d'une discussion avec votre entreprise. La formation, l'embauche, etc. Et puis enfin, l'analyse des controverses environnementales qui concernent votre entreprise. Chaque entreprise n'est pas forcément égale face à ce sujet. Il y a des entreprises qui exercent un impact sur l'environnement qui est bien plus fort que d'autres. Mais quel est-il exactement? Est-ce qu'il y en a un dans mon entreprise? S'il y en a un, quels sont les ressorts de cette controverse? Qu'est-ce que ça implique, notamment dans les relations entre l'entreprise et son environnement et la collectivité autour de l'entreprise? Donc ça, ce sont aussi des sujets sur lesquels vous pouvez demander à votre expert de faire une analyse précise du sujet. Et puis, d'une manière générale, si vous ne savez pas par quel bout commencer, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est quelque chose qu'on a développé, c'est en tout cas à Syndex, une analyse à 360 des problématiques environnementales où on va regarder pour votre entreprise, on va faire, pas nécessairement dans le détail, mais
poser les différents sujets, comme on a pu vous présenter au début, et regarder où sont les sujets d'interrogation ou d'inquiétude ou même, pourquoi pas, d'opportunité pour votre entreprise selon son activité, l'endroit où elle l'exerce, son modèle économique, etc. etc. Donc, les axes de travail à confier à votre expert ne manquent pas, n'hésitez pas à en parler avec lui. Et enfin, pour terminer, on vous propose des outils pour vous aider à vous saisir du sujet. Donc, un premier outil, c'est notre lexique environnement qu'on a développé et qui vous donne les définitions les plus importantes de la transition écologique et les questions relatives les définitions relatives à l'environnement. On a également un poster qui rappelle les 10 éco-gestes à adopter au bureau pour limiter son impact environnemental. Vous trouverez également sur notre site internet les dates de nos événements, qu'il s'agisse de conférences lors de salons CSE ou justement de notre matinée débat à Paris sur climat et GPEC qui sera le 7 juin prochain. Vous trouverez également sur le site internet des foires aux questions relatives au climat et à l'environnement, des vidéos, notamment les webinaires sont mis en ligne et les dates de formation en inter CSE. Et c'est également sur notre site internet que vous pouvez poser vos questions, faire des demandes de formation, voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Il y a également un livre blanc Syndex sur les principales mesures de la loi climat et résilience et ce qu'elle change sur vos prérogatives, qui a été réalisé en partenariat avec Actuel CSE. Et enfin, dernier né, les brochures, la brochure environnement et le flyer sur le diagnostic environnement Syndex qui vous présente en fait notre offre, notamment sur mission lors de lors de vos grandes informations, consultations récurrentes, notamment. Voilà ce que proposait Emmanuel à l'instant, des axes de mission qui sont possibles d'intégrer lors de ces missions sur consultation. Et puis le diagnostic environnement qui permet le 360 pour identifier les enjeux environnementaux de votre entreprise. Voilà, on a terminé pour ce qui est de la présentation. Il me semble-t-il, il y avait quelques questions qui ont été posées. On a essayé d'y répondre au fil de l'eau. A priori, on a plus de questions auxquelles on pourrait répondre. Ce qu'on vous propose désormais, puisque notre webinaire touche à sa fin, c'est potentiellement, si vous avez besoin de creuser ce sujet, d'en savoir un peu plus, c'est de nous contacter directement par email. Donc, vous le voyez, nos adresses email figurent à l'écran. Alors non, elles n'y figurent plus parce que j'ai interrompu la projection. Mais hop, je vais les remettre. Voilà. Donc, nos adresses sont ici. Vous pouvez aussi passer par la rubrique contact du site internet de Syndex pour éventuellement retrouver l'ensemble de nos coordonnées, y compris téléphoniques. Cette présentation sera disponible également en ligne et elle va vous être envoyée à vous qui avez participé à ce webinaire. Et puis, surtout, nous vous invitons à vous saisir massivement de ces prérogatives. Si vous ne le faites pas, l'entreprise, la représentante de l'entreprise sont susceptibles d'oublier de le faire. Et puis, on est là pour vous aider à le faire si nécessaire. Si vous avez besoin de creuser un peu mieux le sujet, n'hésitez pas donc à nous contacter. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci, à bientôt.